Bienvenue sur le podcast Avant Trouvert, où je vous parle de protection de l'enfance, de maltraitance, d'inceste, de violences sexuelles, de traumatisme, de dissociation et plus généralement de troubles psychiques. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est important. Aujourd'hui, Julien Muccielli, journaliste et chroniqueur judiciaire indépendant, vient parler d'une affaire que beaucoup connaissent, au moins vaguement à travers l'expression incestueux qui a marqué les esprits. Il en a fait un livre intitulé « Qui a tué Virginie ?», paru en 2025. Avant de commencer l'échange, il est nécessaire que je vous fasse un petit résumé de l'affaire. Denis Manochet est un homme violent qui frappe sa femme et la domine complètement. Il viole ses 2 filles Virginie et Betty depuis leurs 8 ans et maltraite physiquement et psychologiquement ses 2 garçons. Bref, il fait régner la terreur sur l'ensemble de sa famille et la menace de mort pèse sur toutes les têtes. Au sein de ce système incestuel et incestueux, c'est Virginie qui devient la conjointe du père. Ils ont même un enfant ensemble. En 2002, Betty s'enfuit et signale les violences. À ce moment-là, les 2 filles sont majeures. Je vous épargne les détails que vous retrouverez dans le livre, mais finalement, Denis Manochet est mis en examen pour viol sur mineur par ascendant et placé en détention provisoire. Sa femme Laurence est mise en examen pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime, puis placée elle aussi en détention provisoire car elle a participé à certains viols. Tout au long de cette affaire, on assistera à l'inaction complice et coupable de la société face à l'inceste, mais aussi et surtout à toutes les défaillances de la justice. Virginie, sous emprise, défend son père. Le père continue de maintenir son emprise sur les enfants tout au long de la procédure et de surveiller toute la famille. Betty finit même par revenir sur ses accusations. Les avocats Hubert Delarue et Dupond-Moretti plaident l'inceste consenti, et au procès en appel de novembre 2012, Denis prend 5 ans, dont 3 ans avec sursis, et Laurence 4 ans, dont 2 avec sursis. Ayant déjà passé 2 ans en détention provisoire, ils ressortent libres. Selon Muccielli, c'est un acquittement déguisé. La justice a validé le schéma incestuel mis en place et perpétué par un homme pervers, violent et manipulateur. En 2014, Virginie, qui continue de vivre sous la tyrannie de son père, décide de s'enfuir. Celui-ci la traque et, le 7 octobre 2014, il l'assassine. Denis Manochet est finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et meurt 2 jours plus tard. Virginie, c'est une victime d'inceste sous emprise que ni la société ni la justice n'a protégée. Ce dossier est emblématique d'une faillite systémique dans le traitement judiciaire de l'inceste. La justice est incapable de comprendre les dynamiques de l'inceste, les phénomènes d'emprise. Elle prône le maintien du lien parental envers et contre tout, et finit elle aussi par offrir l'impunité aux incesteurs. D'ailleurs, le code pénal ne sanctionne pas l'acte sexuel commis par un parent sur son enfant, majeur consentant, alors qu'évidemment, aucun consentement n'est possible et les violences commencent toujours bien plus tôt. En fait, après 18 ans, c'est juste l'emprise qui perdure. On retrouve aussi les effets de la culture de l'inceste, grand soutien des incesteurs, qui prétend qu'il existerait des incestes heureux ou consentis. Qu'on se le dise, les défenseurs de l'inceste heureux ou consenti contre la soi-disant morale puritaine sont en réalité les plus grands défenseurs de l'ordre établi. Ils ne sont pas subversifs, pas progressistes, ils sont du côté des puissants. Il ne s'agit que de permettre aux dominants de conserver leur pouvoir ou d'en obtenir encore plus, au détriment des plus vulnérables. Bonjour Julien Muccielli, Bonjour. merci pour ce livre et merci de parler de cette affaire qui pointe les dysfonctionnements du système judiciaire et son incapacité à comprendre l'inceste et à protéger les victimes. Si j'ai bien compris, c'est votre présence au procès pour le meurtre de Virginie et celui de son patron qui vous a plongé dans cette affaire. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de ce procès, de la façon dont ça s'est passé, de ce qui a été dit? Et notamment, est-ce que les dysfonctionnements qui ont mené à cette situation ont été suffisamment abordés à ce moment-là? Alors, justement, non. C'est peut-être de là qu'est née l'envie d'écrire quelque chose, sur cette affaire. Je le raconte dans le livre, toute cette démarche très transparente. Je suis chroniqueur judiciaire, je me rends à des procès. J'ai vu sur le calendrier qu'il y avait ce procès qui se tenait à Évreux, en décembre 2018, avec un thème a priori, très, très dur, une histoire assez exceptionnelle et j'y suis allé donc comme d'habitude pour couvrir l'audience et j'ai découvert à travers cette audience qui était donc, le procès pour un double homicide, celui de Virginie par son père et celui du garagiste chez qui elle s'était réfugiée, quand il la cherchait et que cette affaire d'assassinat avait précédé une affaire d'inceste. Chose que j'avais vue, voilà, rapidement résumée dans l'ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire c'est le document qui synthétise le dossier,
mais qui était vraiment pas enfin, on passait très vite dessus, voilà. Il y avait eu une procédure qui avait abouti à une condamnation pour viol donc du père sur ses 2 filles et qui avait abouti à une condamnation de 5 ans, dont 3 ans avec sursis et déjà, c'est quelque chose qui m'avait interpellé, la disproportion entre, la gravité des faits et la clémence, de la peine et ça m'avait intrigué et j'avais été frustré au sortir du procès à Évreux que ça ait pas été plus approfondi alors qu'on avait 3 semaines pour parler. Alors oui, ça a été évoqué en contexte. Les frères, Betty ont raconté, ce qu'ils avaient subi, mais la procédure en elle-même, celle qui avait mené donc à cette condamnation un peu absurde pour des viols, n'a pas du tout on n'est pas du tout revenu dessus. Ça a été juste rapidement évoqué par les avocats. On a dit que ça avait dysfonctionné, mais on n'a pas refait la procédure d'avant. On s'est contenté et c'était normal en fait, c'était un peu le rôle de cette cour d'assises, de juger les homicides. Donc à la fin, une frustration de pas avoir compris comment est-ce qu'on en était arrivé là finalement et de là est née cette volonté d'en faire plus. OK, donc c'est de là qu'est venue l'envie de d'écrire ce livre. Tout à fait. Alors à la base, je savais pas quelle forme ça pourrait prendre. On parle de décembre 2018, j'enchaîne les procès sans vraiment réfléchir à ce qui s'est passé avant. Je c'est affaire par affaire, je tourne la page et affaire suivante si je puis dire. Mais j'ai gardé en tête l'idée de faire quelque chose, d'écrire un livre parce que la forme écrite, c'est celle que j'utilise. Mais j'avais pas du tout, j'avais aucune idée sur la forme que pourrait prendre ce livre, même si ça me semblait assez indispensable que, ça devait commencer par une enquête, journalistique. Et du coup, comment vous en êtes venu à choisir cette forme-là pour le livre? Bah, c'était un très long processus porte-feu, si je puis dire. Alors bon, il s'est passé déjà plusieurs années avant que le projet devienne concret. J'ai eu l'opportunité éditoriale, on va dire, de faire un livre. Une amie m'a dit: «Je connais un éditeur qui cherche, entre guillemets du true crime», tu vois? Mmh. Et j'ai dit: «Ouais, je peux proposer un truc, mais ça va être spécial» et puis bon, après voilà, moi je il y a différents types de true crime. Moi, j'ai pas vraiment envie de faire des trucs un petit peu trop racoleurs. Au contraire, je proposais plutôt une réflexion sur un sujet, important. Je tiens à préciser que quand j'aborde, ce procès à Évreux et même en 2022, avant de commencer le travail, je ne connais rien à l'inceste. J'ai jamais fait un procès d'inceste avant tout ça et pour moi, c'est un sujet vraiment, vierge. J'ai jamais lu de livre, jamais écouté d'émission en particulier, voilà. Je suis juste chroniqueur judiciaire, donc je connais la justice et les tribunaux et je sais qu'il existe des affaires d'inceste, mais je me suis absolument pas documenté sur ce sujet. Et vous ne Mais, connaissez personne, de concerné? j'ai des amis en fait, si, j'ai des amis, qui ont subi l'inceste, que je sais ça depuis l'adolescence, mais comment dire? C'est pas quelque chose sur lequel j'avais réfléchi et sur le phénomène et sur comment ça arrive, voilà, j'avais juste été, le confident, l'ami, de plusieurs personnes qui ont subi ça, de frères, cousins, père, beau-père, enfin, un peu de tout quoi et j'en étais resté à des sujets privés, voilà. J'avais pas engagé une réflexion, de journaliste, là-dessus. Et donc, pour revenir, au projet éditorial, j'arrive quand même à vendre mon sujet et je commence le travail. Je commence par faire ce que je sais faire, on va dire, dans un travail de journaliste, c'est-à-dire, réunir des informations, des documents de la documentation et ça commence en général par contacter les acteurs, du dossier. Donc j'avais les noms. Voilà, c'est pas très compliqué. Il y avait les noms, les avocats sont un peu connus, donc j'ai déjà leurs contacts finalement. Les noms des magistrats, bah, il suffit de taper leur nom et rajouter @justice.fr, on a leur, adresse email et donc ça commence un peu comme ça. Je présente mon projet et j'attends qu'ils me répondent. Je relance pour ceux qui ne me répondent pas. Parallèlement, j'essaye de me procurer les dossiers. Comme il y a 2 affaires, assassinat et inceste, il y a 2 dossiers. Celui pour assassinat, c'est assez facile, j'étais au procès, je connais, les avocats qui y étaient. J'ai pas trop de problème à me le procurer, surtout que c'est une affaire encore assez récente. Le deuxième et je le raconte dans le livre, ça a été beaucoup plus compliqué de me le procurer parce qu'au bout d'un moment, les avocats, jettent leurs archives et mis pas mal de temps à le trouver, enfin, j'ai mis 1 mois ou 2 à le trouver, et finalement, j'ai eu de la chance qu'un avocat, enfin, que la secrétaire d'un avocat, l'ait conservé sur clé USB qu'elle a fini par retrouver. Parce que ce dossier qui, en fait, n'avait jamais été étudié ni par un journaliste, ni même, je pense, par Betty qui a écrit un livre juste avec ses souvenirs, c'était très précieux pour moi d'avoir tout ça parce que c'est la matière du scandale, si je puis dire. C'est comme ça qu'on pouvait vraiment comprendre les dysfonctionnements dans leurs détails.
Alors, ma démarche, c'était de faire un livre où les victimes seraient au centre, du livre parce que déjà, l'auteur est mort, hein, donc ça va être compliqué et ensuite, voilà, c'est il y a je pense qu'on a beaucoup trop de livres qui cherchent à être dans la tête du méchant. Moi, ce que je voulais, c'était analyser un phénomène social et donc savoir ce qu'avaient vécu, les victimes et puis il y avait tellement de choses à raconter de l'intérieur qu'elles n'avaient pas pu dire dans les dossiers judiciaires puisqu'elles étaient restées silencieuses par peur ou et par emprise sur un certain nombre de faits. Donc il fallait absolument que je parle à Betty, Tony, Dimitri et dans une bonne mesure, mais quand même aussi à Samantha, la petite dernière. Avec les frères, ça a été assez simple, à mon grand étonnement d'ailleurs, parce que, lors du procès à Évreux, ils avaient bien aimé mes articles. C'est bête, mais ils avaient fait des témoignages absolument bouleversants. J'avais été saisi par ces témoignages et je les avais retranscrits assez fidèlement, enfin, tout à fait fidèlement et ils étaient très contents. Ils m'avaient dit: «C'est la première fois qu'on lit, quelque chose de qui nous paraît vrai sur notre affaire, sur ce qu'on a vécu». Parce que les Tony et Dimitri, en fait, leur souffrance avait été jusque-là complètement effacée de tous les récits, médiatiques ou judiciaires. Betty, je pensais que ce serait facile de lui parler, parce qu'elle s'était beaucoup exprimée dans les médias depuis l'assassinat de sa sœur, parce qu'elle avait écrit un livre et qu'elle a été en demande finalement. Elle voulait parler de son histoire et ça a été tout le contraire. Pourtant, je connaissais des journalistes qu'elle connaissait, je suis passé par tous les canaux possibles, son avocat, j'avais son numéro, j'ai eu son adresse mail, son Facebook et j'ai eu beaucoup de mal à la contacter, mais quand même au bout de plusieurs mois, elle m'a répondu. Elle a dit que c'était pas très facile en ce moment pour elle et qu'elle avait besoin, voilà, d'attendre. Bon, on se recontacterait plus tard, mais qu'elle allait me donner son accord sur le principe et j'ai plus eu de nouvelles. Je l'ai relancée un certain nombre de fois, j'ai pas eu de nouvelles. Et j'en ai conclu qu'elle avait pas vraiment envie de participer à un nouvel ouvrage. J'ai réussi à la contacter beaucoup plus tard, quand le livre était plus avancé et elle m'a gentiment répondu que sans en éludant finalement, voilà, toute cette partie sur mon livre, elle était contente que mon travail ait pu aboutir, que j'ai pu parler avec ses frères avec qui il a pas de contact et finalement, voilà, j'ai pas eu de réponse de Betty, très très clair. Donc pour parler de Betty, il a fallu effectivement, puiser dans son livre, que je cite à plusieurs reprises, mais j'avais aussi beaucoup, d'informations dans le dossier et en fait, tout le monde m'a parlé de Betty aussi, puisqu'elle est quand même au centre, des événements, donc que ce soit ses frères ou les avocats. Donc Mmh. c'était pas si difficile en fait, comme Betty, elle s'est beaucoup exprimée et qu'elle est un peu partout dans le dossier, c'était pas très difficile d'en parler, même si elle-même m'a pas parlé. J'aurais bien aimé lui parler, hein, j'ai pas fait l'impasse, mais Déjà, c'est bien qu'elle ait validé le projet, parce que ça aurait été plus, délicat et plus difficile si elle avait été, totalement contre. Là, c'était plus, elle m'aurait beaucoup gêné et j'avoue que nécessaire. j'aurais été tiraillé entre mon désir d'auteur de, voilà, de mener à bien mon projet, il me semblait légitime et utile, mais l'éthique, quand même qui impose de pas aller, en fait, à l'encontre du désir d'une personne qui est au centre de l'histoire. Donc je pense que juridiquement, j'aurais eu le droit, mais ça m'aurait quand même beaucoup titillé si elle avait dit non. Vraiment, j'aurais pas aimé me retrouver dans cette situation. Donc oui, effectivement, j'étais content qu'elle soit OK avec le principe que je fasse ce travail. Avant que vous continuiez, je voulais, revenir sur le fait que vous avez souhaité vous mettre dans la tête et dans le vécu des victimes et avant ça, vous avez aussi parlé du fait que vous vouliez pas faire quelque chose de, vous avez dit racoleur, je crois? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, Et 4 oui. justement, c'est une qualité que j'ai trouvée, dans le livre. Il y avait pas ce côté voyeuriste où on décrit les actes sexuels. À un moment, vous dites dans les auditions, il y a beaucoup d'enquêteurs qui se concentrent sur les actes sexuels en eux-mêmes, Mmh. sans réfléchir et sans mettre au centre la dynamique de l'inceste, l'emprise, la façon dont les choses se passent autour, alors que ça aurait été, central pour comprendre, ce qui se passait et pas juste de décrire, des actes sexuels. Je trouve que justement dans le livre, vous avez fait un peu ce que n'a pas su faire la justice à ce moment-là, c'est-à-dire analyser les mécanismes et ne pas avoir ce, regard vraiment voyeuriste et objectifiant des victimes, en fait, aussi. Je trouve que les Mmh. victimes, Mmh. elles gardaient leur humanité et j'ai senti une forme de respect aussi vis-à-vis des victimes et même une forme de respect pour leur intimité, alors que pourtant, leur intimité est montrée et partagée, dans le livre, mais il y avait quand même ce respect-là. Bah, c'est gentil. Pour répondre un petit peu, là-dessus, il y a dans le journalisme, et notamment dans le domaine du fait divers, une espèce de voyeurisme qui m'a toujours rebuté. Moi, je pense que ce que j'aime bien, ce sont les procès, c'est le fonctionnement de la justice et pas le sang, les horreurs qui peuvent être, au centre de ces affaires criminelles. Voilà, ça m'est déjà arrivé de décrire des choses un peu trash
et parfois on peut pas y couper et je jette pas la pierre complètement à la justice qui a besoin de matérialiser des faits, des infractions et donc qui a besoin de revenir sur chaque acte sexuel. C'est toujours le cas dans les procès pour viol, en général. C'est un peu difficile, mais c'est une nécessité pour pouvoir condamner, quelqu'un. Néanmoins, ils auraient aussi pu faire ce travail d'analyse qu'ils n'ont pas fait et qui, moi, m'incombait, je pense, au-dessus de tout parce que, en fait, quel est l'intérêt de mon livre si je débarque des années plus tard et que je fais juste que raconter une histoire avec plus de détails que les autres avant? Le procès d'Evreux m'a vraiment ému. Vous voyez? Je pense que c'est important, je pense que c'est la base de ma volonté. Je m'en suis rendu compte plus tard, ça a été un peu un tournant parce que c'est vraiment le seul procès. Beaucoup de procès ont été très durs et je me souviens de moments, mais c'est celui qui m'a vraiment hanté, si je puis utiliser cette expression un petit peu, caricaturale, mais je me suis vraiment dit qu'il y avait quelque chose de profondément triste derrière tout ça et profondément scandaleux et que ce serait ajouter au malheur, du monde, comme dit l'écrivain. Mais en tout cas, ce serait juste empirer les choses que de passer à côté du phénomène, structurel. Mmh. D'autant que j'ai lu tout de suite, en fait, au début de mon travail, Le berceau des dominations de Dorothée Ducy. C'était apparu très rapidement comme étant un livre de référence et bon, bah, en fait, c'est d'une clarté, c'est d'une évidence. Voilà, totale. Ça, j'en ai même un petit peu fait, la pierre angulaire, on va dire, théorique, enfin, mon point de départ, en tout cas, théorique dans mon livre. Oui, on est face à un phénomène structuré, un phénomène de domination, qui prend place dans une société, patriarcale bien établie. C'est dans ce cadre qu'il faut analyser le phénomène incestuel et c'est dans ce contexte que cette affaire se déroule, en fait. C'est pas juste, une série de faits et comment mieux parler de ça que, en s'attachant à décrire exactement ce que les victimes ont ressenti et en fait, c'était très riche parce qu'ils m'ont décrit cette emprise, cette peur permanente, ce phénomène de manipulation. Sur Betty, on le voit même dans le dossier. On l'entend presque souffrir dans les procès-verbaux ou regretter d'avoir dénoncé, d'avoir détruit sa famille, comme elle le dit, quelques mois après avoir dénoncé les faits, parce que sa sœur lui parle plus, finalement, elle a été excommuniée pour avoir parlé. On a enfin et ce qui est vraiment impressionnant, ce qui m'a scotché, c'est que j'ai retrouvé dans le cas concret exactement ce qui était décrit en théorie dans les livres que j'ai lus. Voilà. J'ai parlé aussi à des personnes en fait, hein, évidemment qui connaissent bien l'inceste. Il y a quelques personnes dans mes remerciements. Il y a une ancienne magistrate, juge des enfants, militante féministe et droits des enfants qui connaît très, très, très bien ces sujets-là, que je connaissais depuis longtemps. Puis une ancienne victime aussi qui réfléchit beaucoup sur le sujet. J'ai beaucoup échangé avec elles et elles m'ont vraiment éclairé sur plein de points. Ça a un peu été une espèce de comme on dit, sensitivity reader d'une certaine manière, sur ce point-là, parce que moi j'arrive sans sensibilité de base sur le sujet. Je peux dire des bêtises, j'ai pas envie de le faire, donc je passe au crible, de leurs connaissances, mes réflexions et mes interrogations et ça me permet de dire les choses le mieux possible. Je me censure absolument pas évidemment, simplement, il y a des choses ça me permettait de me corriger et d'affiner ma réflexion en faisant un travail, enfin, de documentation et d'information, nécessaire pour comprendre l'histoire, quoi. Oui, de toute façon, c'est essentiel quand on n'est pas directement concerné, d'écouter ou de s'appuyer aussi sur des personnes qui le vivent directement, quoi. Bien sûr, je pense que ce serait complètement insensible en fait, un ami journaliste qui me disait récemment, qui travaille beaucoup sur l'inceste aussi et qui me disait qu'il y a beaucoup trop de journalistes qui confondent leurs sujets avec des objets, qui se servent en fait d'êtres humains pour leurs récits, pour leurs papiers et qui font leur sauce comme ça les arrange sans vraiment prendre en compte parce que c'est une contrainte de prendre en compte, les gens dans un récit parfois, mais c'est une contrainte qui peut rendre le récit beaucoup plus profond finalement, donc moi je regrette pas du tout d'avoir fait comme ça. Et il y a un truc que je voulais dire, mais c'est pas une, question, c'est plus un constat. C'est que, je trouve ça super triste et ça m'a frappée aussi dans le livre. Je trouve ça super triste comment, l'inceste détruit les liens aussi entre, frères et sœurs ou entre, victimes. Alors qu'on se dit: «Bah, ça pourrait rapprocher les enfants d'être tous victimes» et en fait, le climat incestuel et l'incesteur, enfin toute cette atmosphère et ces actes, Mmh. au lieu de rapprocher les victimes entre elles, en général, les éloignent et même cassent le lien et je trouve que Il c'est les quelque oppose. de Mmh. très triste et qui revient souvent aussi dans ces cas-là, quoi. Non, mais c'est vrai et ça se voit beaucoup dans le livre, qui incarne en fait, tous ces petits trucs qu'on évoque depuis tout à l'heure et la côté manipulateur du père, la façon dont il monte les uns contre les autres, attise la jalousie entre sa femme et ses filles, même ses frères, voilà, ses fils. Moi, je l'expose finalement dans le livre, c'est très facile parce que c'est
c'est évident et c'est vrai que cet homme, par ses manipulations, a vraiment détruit une famille, l'a morcelée et aujourd'hui, cette famille n'est pas unie, quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous avez appris vous, sur l'inceste justement, sur ces mécanismes et tout, en vous penchant sur ce sujet? Et tout appris, si je puis dire, comme je disais, j'étais vraiment ignorant et maintenant, je me considère toujours pas comme quelqu'un comme un expert, de ce sujet-là. J'aurais beaucoup de mal à disserter en théorie sur le sujet. Je profite d'avoir écrit un livre pour en parler, mais, j'ai appris d'ampleur dessus du phénomène. C'est bête à dire, mais comme la plupart des gens, je pense que j'ignorais qu'environ 10 des personnes étaient concernées. Que c'était un phénomène massif. En revanche, ce que je savais, c'était que les violences faites aux enfants en général et l'inceste, en particulier, ça j'ai compris que ça bousillait un peu plus encore, que le reste des violences, même si, voilà, c'est une question d'échelle parce que quelque part, tout type de violence abîme les personnes dans l'enfance. Voilà, je savais que les violences sur les enfants, ça abîmait pour la vie, même si des personnes arrivaient à bien se réparer, il en restait toujours quelque chose. Et donc, j'ai mis ça en corrélation et je me suis dit: «On a des millions de personnes dans ce pays qui ont été un peu bousillées, un peu à énormément bousillées par l'inceste et tout le monde s'en fiche». Ensuite, j'ai constaté très vite qu'il y avait, une, tolérance, une complicité morale, une culture, hein, de l'inceste, je crois que c'est voilà, il y a un livre qui a été écrit, qui s'appelle «La culture de l'incest». Mmh. Vous en parlez récemment dans un sur Instagram et dans les œuvres artistiques notamment, j'ai vu que ça a popé dans mon esprit. Enfin, voilà, j'ai redécouvert plein de trucs et avec, un nouveau point de vue et ça m'a effaré, ça m'a foutu franchement en colère, il faut le dire, hein. C'est quelque chose qui est insupportable quand on prend conscience de ça, parce que c'est des enfants qui sont massacrés avec, vraiment dans l'indifférence vraiment, du monde adulte et surtout des puissants que j'arrive pas vraiment à comprendre comment est-ce qu'on ne saisit pas l'importance, que ça peut avoir de lutter contre les violences faites aux enfants en général et l'inceste en particulier. Si on veut être cynique et qu'on résume et raisonner en termes purement capitalistes, ça coûte énormément d'argent, ça fait des adultes dysfonctionnels, des problèmes de personnes qui tombent dans des addictions, dans la délinquance, qui sont pas productifs, hein, pour l'État capitaliste. Donc même si on était très cynique, l'intérêt serait de s'attaquer au problème. Donc si on le fait pas, c'est qu'il y a un truc plus profond encore. Voilà, je me suis pas, comme je disais, je suis pas allé encore suffisamment loin peut-être dans la réflexion, mais je suis pas du tout je pense que c'est très, très on rentre vraiment dans la noirceur des humains là, de se dire que, que finalement c'est une situation qui convient aux gens, que l'inceste soit quelque chose qui soit là et qui parte pas, quoi. C'est et en tant qu'observateur de la justice et qui s'intéresse plus particulièrement, au traitement judiciaire de l'inceste, bon ben, voilà, j'ai lu mon livre, c'est absolument effarant de A à Z et ben, j'étais et encore il y a 2 semaines et à la cour criminelle de Versailles pour, un homme qui était jugé pour, le viol de trois enfants, des filles de ses compagnes. Il y a eu 10 ans 12 ans de procédure, des erreurs en pagaille jusqu'à finalement le procès qui s'est bien passé, enfin qui a mené à une l'autre condamnation de l'auteur, mais vous voyez encore une fois que la justice a pas du tout été à la hauteur et on le sait, hein, le combien de pour 1 à peu près des incestes sont finalement traités en justice, jugés Ouais, c'est ça. et 1 aboutissent à une condamnation. c'est ça, donc voilà, bon, ce qui veut dire aussi que, je pense que et là, c'est une petite avis qui, je pense, est partagé par pas mal de monde, le judiciaire, la voie pénale n'est pas du tout la solution à l'inceste, hein. C'est ça on doit l'améliorer, mais c'est pas comme ça que les choses vont parce que la justice est incapable, en fait, de résoudre ce problème et on n'a pas les moyens parce qu'on a une justice absolument sinistrée en termes, de finances. Il y a pas assez de juges, il y a pas assez de procureurs, ils sont probablement pas assez formés. Même s'ils voulaient, j'y arriveraient pas, mais ils veulent pas tous. Comme vous dites, il y a tellement d'incesteurs qu'en fait, il y en a aussi, parmi, les policiers et les juges forcément, enfin, découvert des affaires qui allaient dans ce sens. Les problèmes sont multiples. La justice pourra pas régler tout ça, quoi, c'est sûr. Voilà. Ce serait déjà pas mal de pas revictimiser et retraumatiser les victimes, quoi. Ce serait déjà la moindre des choses, on va dire. Tout à fait et c'est d'ailleurs le premier truc qui devrait être fait, je pense, plutôt que de se dire, «Il faut à tout prix, mettre des peines plus lourdes aux auteurs». Déjà commencer par bien accueillir les victimes, proposer, une prise en charge adaptée à leur envie, leurs besoins et en fait les réparer un petit peu, déjà les aider, les mettre sur la bonne voie. En discutant avec, des victimes, d'anciennes victimes, je me rends compte que c'est pas simple du tout, que chacun a vraiment sa propre, relation avec ça et que le judiciaire, ça dépend vraiment des personnes, quoi. Mais il y en a qui ont besoin de passer par là.
d'autres qui changent d'avis en cours de route et d'autres qui préfèrent vraiment, pas se confronter à ça parce que c'est d'une violence et d'une incertitude qui pourrait être insupportable. Ouais. Parfois, on voit pas d'autres solutions pour protéger, les victimes, quoi, les enfants, Ouais, l'agresseur il est y a ça aussi, bien sûr. encore et cetera, quoi. Enfin, c'est une question complexe, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ce qui est le plus important, c'est la prise en compte de la parole des victimes, leur accompagnement, leur protection et en fait, toutes les prendre en charge. Alors voilà, c'est pour ça que pour moi la justice n'est pas du tout dimensionnée pour ce phénomène, quoi. Je sais pas comment il faut faire, mais c'est peut-être plus par un réseau local, un micro-réseau, pas d'asso, ça peut être quelque chose de plus institutionnel, mais des endroits où les victimes pourraient parler et être écoutées et que ce soit facile d'accès, pour commencer. Ouais. Est-ce que, vous voulez revenir sur les dysfonctionnements qu'il y a eu, tout au long du processus, judiciaire et même, au niveau de la société? Parce qu'on voit qu'il y avait la voisine qui avait remarqué des choses, Ouais. qu'il y avait des signaux aussi, enfin qu'il y a eu des problèmes pas seulement au niveau de la justice, mais aussi, dans l'entourage de la famille. On a évidemment assez peu d'éléments sur, la période, avant la procédure, à part, que les faits de violence et de viol, sur les enfants ont été commis. Mais, on sait que les garçons étaient très sévèrement battus, plusieurs fois par semaine, que les filles étaient violées, qu'ils allaient à l'école et que personne n'a jamais rien remarqué. Alors, je sais pas quelles étaient les procédures dans les années 90 ou au début des années 2000, mais je suis assez étonné quand même qu'on s'interroge pas sur un petit garçon qui est toujours exempté de piscine ou sur une petite fille qui, à mon avis, doit on pourrait analyser, voir, percevoir des comportements anormaux. Je pense que des un personnel formé l'aurait vu. Même si j'ai pas d'éléments concrètement là-dessus, je suis quand même déjà étonné. La voisine est amie, de la mère, est partie en vacances avec eux, je parle dans le livre. Je jette pas la bière parce qu'elle a quand même aidé un petit peu Betty, à parler, elle l'a protégée et c'est quelqu'un qui a réussi à s'opposer à un moment donné à un mec super violent. Mais au début, elle a fermé les yeux. Elle a vu, elle a compris ce qui se passait et elle a pas pu se tourner vers, elle a pas osé le faire, je ne sais pas. C'est toujours la grande question. Est-ce que c'est par lâcheté? Est-ce que c'est par peur, en fait, de dire quelque chose, de détruire une famille alors qu'elle s'est trompée? D'ailleurs, toujours ça, à mon avis, qui doit rentrer dans la réflexion. Toujours est-il que pendant des années, pour une dizaine d'années à peu près, voire plus, 2 filles sont violées par leur père dans leur maison, 2 garçons sont atrocement maltraités et rien ne se passe pour le père, ouais, et la mère est aussi battue et très maltraitée donc voilà, on est sur un cas d'un homme qui a un pouvoir absolu sur sa famille et qui leur fait subir des trucs atroces. Mmh. Jusqu'à 2002, voilà. Donc bon, je peux enchaîner un petit peu sur la procédure. En 2002, Betty a 18 ans, donc c'est la cadette, elle le expliquera après, violée depuis qu'elle a 8 ans. La grande sœur, est également, violée depuis qu'elle a 8 ans. À la suite d'une dispute avec son père, elle décide de s'enfuir. J'explique bien dans le livre que c'est une fuite spontanée, impulsive, parce qu'elle est en colère contre son père qui l'a justement, évidemment et frappée et elle se réfugie chez un ami et la mère décide de la mettre à l'abri chez une autre famille, chez une ancienne voisine qui, sachant qu'elle allait être repérée, a décidé de la mettre à l'abri chez une amie à elle. Ce qui fait que Betty, a pu être mis hors de portée de ses parents et a pu cheminer en elle enfin peut-être la possibilité de dénoncer les faits de viol parce qu'elle a tout de suite porté plainte pour les violences, mais comme j'explique dans le livre aussi d'ailleurs, la plainte pour violence, elle est restée dans un tiroir, elle en serait jamais sortie s'il y avait pas eu cette plainte pour violence suite, hein. Inadmissible encore une fois bien sûr, mais voilà, et finalement grâce à ces personnes qui ont aidé Betty et ça c'est quelque chose d'important je pense, même primordial parce que les enfants et c'est hyper dur pour eux de s'extraire de leur famille pour aller révéler au monde ce qu'on leur fait subir, c'est un effort absolument démentiel et ils ont besoin d'être aidés, de personnes qui leur tendent la main, qui les comprennent, qui les écoutent et qui leur disent: «Viens, on va en parler ensemble, je t'épaule» et c'est ce qui est arrivé à Betty et c'est grâce à ça, en fait, qu'elle a pu vraiment dénoncer en détail ce qui se passait à la maison et que la justice a pu démarrer, s'enclencher, de manière tout à fait, efficace jusqu'à, après une petite enquête, une mise sous écoute téléphonique et cetera, aboutir à l'arrestation des parents en avril, 2002 et entre-temps, le fils de Denis et Virginie est né en février 2002.
Voilà, je sais pas si tu veux que je continue un petit peu, mais ça risque d'être un peu long et Peut-être les éléments que moi-même j'ai en tête, le fait que l'emprise a continué à être maintenue pendant toute la procédure et même, quand le père était, incarcéré avec sa fille qui venait, devant la prison tous les jours, ouais. que la justice n'a rien fait pour, mettre fin à cette emprise, quoi. L'a laissé continuer sous ses Mmh. yeux, de façon, C'est absolument effarant, et c'est parce qu'il voilà, il est incarcéré en avril 2002, le père et la mère dans la foulée. Les 2 garçons sont placés en foyer, ainsi que la petite sœur, qui sont mineurs et Virginie et Betty étant majeures, elles sont, bah, livrées à elles-mêmes. Virginie donc ne dénonce pas son père, décide de le soutenir. Leur enfant est placé, donc elle est séparée de son fils et il faut dire que dès le départ, la justice, la traite très mal. C'est important, je pense que elle est placée en garde à vue lors de l'arrestation de son père parce qu'elle on estime qu'elle le protège et elle est traitée en suspecte tout de suite et ça, je pense que c'est déjà un très mauvais point de départ. Virginie, elle a pas eu confiance en la justice. La justice lui a pas dit, «Bon, tu es une victime», alors que la justice la considère comme une victime, hein, et elle soupçonne le père de l'avoir violée. Et elle lui envoie le signal, «On te prend ton enfant et on te fout en garde à vue». Donc Virginie, elle repart dans ses quartiers extrêmement remontée contre la justice et j'allais dire presque naturellement, logiquement, soudée à son père et se met en place un système de communication, clandestin entre elle et lui, emprisonné et elle dehors, grâce à la complicité de la tante de Virginie, la sœur de Denis, qui, écrit des petits mots, qui sont cousus dans la braguette, des jeans qu'elle fait passer, dans le linge et c'est une vraie correspondance, hein. On m'a décrit qu'elle passait des heures chaque jour à écrire en minuscules sur des petits morceaux de papier et elle décrivait tout ce qu'elle faisait et lui-même, la baratinait d'une manière, je sais pas les écrits, mais voilà, c'était pas juste quelques petits mots par-ci par-là. Il l'obligeait à rester devant la prison et lui, il arrivait à une fenêtre qui la permettait de la voir et ils communiquaient par signaux. C'était effarant de se dire que cette jeune femme restait, 8 heures par jour devant la prison et que personne n'a jugé bon de mettre fin à ça et le gendarme le voit, c'est sous ses fenêtres, hein, et il trouve ça bizarre, problématique et il décide d'en informer la juge. Après tout, c'est elle qui est la chef de l'enquête, la juge d'instruction, qui décide de ne rien faire et quand je lui en ai parlé à la juge, je lui ai dit: «Pourquoi est-ce que vous avez pas décidé d'intervenir?» Elle m'a dit que c'était pas en son pouvoir. Il est faux. Alors peut-être qu'elle y a pas pensé à l'époque, peut-être qu'elle était surbookée, c'est vrai, elle était surbookée, c'est une réalité. Peut-être qu'elle n'a pas mesuré, pour moi, selon moi, elle a pas mesuré du tout ce qui se réalise ce qui se jouait devant elle, en fait. Elle s'est dit: «C'est juste, ça va lui passer», si elle disait un truc comme ça. C'est juste une gamine, un peu paumée et perturbée par la situation. De toute façon, ça ne va pas empêcher la bonne marche de l'enquête. C'est exactement ça qu'elle s'est dit, en réalité et elle l'a laissé cette fille, passer ses journées devant la cellule où son père était détenu. Son père donc, qui l'a violée pendant des années, qui vient de lui faire un enfant, ça tout le monde le sait, et donc qui a créé ce lien hyper fort entre eux et hyper malsain évidemment et qui l'a noué à son destin. C'est pas très, très compliqué de faire en sorte de le changer de cellule ou simplement même le transfèrement vers une autre prison. Ça se fait tous les jours dans les dossiers de trafiquants de stupéfiants parce que je pense qu'on a plus de considération pour les affaires de stupes que pour les affaires de viol sur mineurs et on envoie facilement des caïds, d'une prison à une autre pour éviter que, par exemple, ils puissent continuer à diriger leur trafic depuis la tôle où ils sont détenus parce qu'ils ont un réseau sur place et on les envoie à l'autre bout de la France. On a envoyé Denis à France en borne et proposer une prise en charge à Virginie, en l'accompagnant notamment via des visites médiatisées avec son enfant. Parce que son enfant, pareil, on lui prend 6 mois et on lui rend direct, sans visite médiatisée, sans suivi, sans mesure, de l'ASE en milieu ouvert. Je dirais que la libération de détention provisoire, c'est le truc qui me choque le moins. Presque 2 ans de détention provisoire, c'est normal d'en sortir au bout d'un moment. Ce qui aurait dû avoir lieu, c'est un renvoi devant le tribunal devant une cour d'assises. Comme ça, il aurait été maintenu quelques mois de plus en attendant d'être jugé. Il aurait été jugé plus vite, dans des délais à peu près normaux, 3 ans environ et là, il aurait pris beaucoup plus que ce qu'il a pris finalement. Mais on le libère sous contrôle judiciaire et il n'a pas le droit de fréquenter les victimes, enfin les parties civiles dans le dossier, en tout cas, c'est évident et devant la prison, c'est Virginie qui vient l'accueillir. Il s'installe chez elle tout de suite. Officiellement, il est chez sa sœur, mais il mettra jamais les pieds et ensuite, il se pavane au centre-ville de Compiègne. Tout le monde s'en fiche. Il y a juste une tentative de la juge qui envoie les gendarmes chez lui une fois. C'est limite s'il n'est pas prévenu avant. Les gendarmes regardent, passent une tête dans le salon, il est pas là, hop, c'est bon et on réessaye plus et en fait, le gars, il se sent tout puissant. Il se dit: «Mais, il s'en fiche de moi», ce qui est vrai. Il s'en fiche de mon affaire. Ils ont décidé de laisser ça pourrir et ni le parquet, ni les gendarmes, ni la juge d'instruction, ne va vraiment s'y intéresser et donc c'est comme ça qu'on crée une impunité. C'est en laissant la situation
la procédure pourrir, en le laissant poursuivre sa vie avec sa fille qu'il a accusée d'avoir violé et leur enfant, puis en reconstruisant la famille, hein, parce que finalement, il a recréé sa cellule familiale, avec ses fils avec lesquels il est en contact, Même avec Betty, en régulièrement. fait, enfin, qui Bien revient sûr. sur ses propos et ouais. Et oui, alors ça, c'est un aspect évidemment très important puisque Betty, environ un peu moins d'un an après avoir dénoncé les faits, elle revient sur ses propos à la demande de Virginie qui agit, pour le compte de son père, disant: «Tu as détruit la famille, si tu m'aimes, si tu es ma sœur, si tu veux qu'on se continue à se voir, tu as intérêt à revenir sur tes propos». Puis Betty, elle est seule, elle souffre, il y a ce conflit de loyauté intense qui vraiment la tenaille. Elle dit qu'elle a menti et c'est pas la première, c'est pas la dernière dans ce genre d'affaire à faire, volte-face comme ça. Et en face, on a une espèce de bloc, d'incompréhension, d'insensibilité, enfin, une justice qui pense que, juste en confrontant la personne à des éléments matériels: «Mais vous dites avoir menti, mais pourtant ça va suffire à aller à OK, d'accord». Elle pense qu'elle est face à des gens parfaitement rationnels qui vont s'effondrer face à des arguments, juridiques et matériels. Ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est vraiment, le narratif, de l'incesteur qui a vraiment tout détruit sur son passage, quoi. Et je trouve ça incroyable même qu'à un moment Virginie ait eu envie, pas envie, mais ait pensé à partir, vu comment la justice lui avait montré qu'on pouvait plaider l'incestueux, que, Ouais. son père était plus fort que tout et était au-dessus des lois. Parce que franchement, quand on sort de ce parcours judiciaire-là, on se dit: Mmh. «Il y aura jamais moyen de faire quoi que ce soit contre, ce père tout puissant parce que, même la justice ne peut rien contre lui, quoi». Et bah, la preuve, il a réussi à la tuer, Ouais. mais Ouais, mon sentiment, c'est qu'elle a toujours, voulu partir. Quelque part, elle est restée à ses côtés par soutien, par peur, par devoir, par sacrifice, on m'a dit aussi. Elle s'est sacrifiée pour sauver le père, parce que quelque part, elle devait penser qu'elle lui devait ça, que Denis, c'est un manipulateur, il est, dépressif et suicidaire aussi, et qu'elle avait peur qu'il s'en sorte pas. Et c'est peut-être en pensant que c'était le père de son fils, si c'est joué en elle, je le sais pas exactement, je le saurai jamais, mais des choses que j'ai pu reconstituer en parlant à ses frères notamment. Ensuite, quand elle a quitté Denis plus tard, vous remarquerez qu'elle veut pas rien avoir à faire avec la justice. Elle veut le quitter et elle parie sur le fait qu'il la laissera tranquille. Elle va voir une association pour l'aider, mais rien à voir avec l'institution judiciaire. Et d'ailleurs, la juriste du CIDFF qui l'aide lui dit: «Il faut aller voir le procureur, et cetera». Et c'est normal qu'elle lui dise de faire ça. Et Virginie veut pas, c'est la condition sine qua non pour partir. Elle a pas confiance en la justice, parce que la justice a fait ce qu'elle a fait jusqu'alors. Elle a pas réprimé, son père. j'ai une question, mais on verra si on la laisse à l'enregistrement, mais ça m'a interrogée. Le moment où, Jean-Luc Viaud finit par, enfin, Ouais. qui est quand même une personne de référence, sur l'inceste et le fait que ce soit, Ouais. destructeur psychiquement. Jean-Luc Viaud qui aurait fini par acquiescer à l'idée d'inceste heureux. Ouais, je pense que c'est le bon moment de parler des avocats là, parce que ça vient d'eux. Donc on a quand même à la baguette depuis le début de l'affaire, depuis la fin 2002, donc quasiment au début du dossier, Hubert Delarue qui est l'avocat de Denis Manchet, qui est démarché par Virginie déjà. Petite, truc qui le dérange pas pour commencer, c'est Et elle lui, qui vient rien le ne le voir dérange, hein. oui, Désolée, oui, mais oui, voilà. Il part du principe au départ que cette jeune femme lui explique que son père est accusé à tort, donc qu'elle n'est pas victime, et comme elle n'est pas victime, il peut avoir des contacts avec elle, il prend vraiment aucune précaution et elle peut en fait être son émissaire. Ensuite, quand il sort de prison, Denis Munchet, et qu'ils vivent ensemble, ils estiment que c'est un couple tout à fait normal et légitime, ils sont majeurs. Aux yeux de la loi, ils ont le droit d'être ensemble, ils ont un enfant ensemble, ils revendiquent un amour, et lui, il se contente bêtement de ce qu'il voit. Il se dit: «Bon, bah, je vois des gens qui ont l'apparence d'un couple, certes, c'est bizarre, mais qui suis-je pour faire de la morale?» Et il les reçoit ensemble et il bâtit avec Denis Munchet, une défense autour de l'inceste consenti, de la liberté, de l'amour, et cetera. Je pense qu'il a vraiment l'impression de défendre, un amour interdit par une société moralisatrice. C'est je pense qu'il est dans cet, état d'esprit-là. Et c'est dans ce contexte, qu'il va organiser aussi la défense de manière, beaucoup plus, originale, si je puis dire, en conseillant des avocats à Virginie et à Betty, qui vont se constituer partie civile, mais pour défendre leur père. Il y a un peu un dévoiement, hein, de la procédure de partie civile où on souhaite être reconnu victime, mais il va lui proposer des avocats. 3 avocats m'a-t-il dit, il m'a donné les noms, dont Maître Dupond-Moretti qui est son ami, et les filles, vont voir Dupond-Moretti qui appelle Hubert Delarue qui lui demande de résumer l'affaire. Donc en gros, on a quand même l'avocat de la partie civile et l'avocat de la défense qui sont dans une connivence totale. ouais. J'invente rien, c'est Hubert Delarue qui me l'a dit, hein, donc
Il a pas honte lui, enfin de même à l'heure d'aujourd'hui dire que c'était encore, consenti, Non, il l'a répété dans un podcast récemment sur RTL ah où parce qu'on l'écoutait encore lui. malheureusement, il y a un certain type de journalisme, comme je l'évoquais tout à l'heure, de faits divers, qui pas travaille pas très bien là-dessus et c'est pour dire les choses très sobrement et qui a décidé qu'il fallait inviter, l'avocat parce que c'est un avocat connu, dans le monde, du droit pénal, et voilà, donc on se dit: «C'était l'avocat de l'accusé, c'est normal de l'entendre». Bon et éventuellement un invité mais inviter tout le monde dans ces cas-là. Là, c'est vrai que c'était un petit peu il y avait 2 avocats invités, bref et il a encore récemment dit effectivement que c'était un couple et qu'ils s'aimaient. Difficile à dire s'il y croit encore réellement. Il a pu le croire sur le moment. Je pense qu'il a été aveuglé par, l'affaire et il y a quelque chose il avait une affaire incroyable qui allait faire de lui quelqu'un peut-être de plus brillant encore. C'est aussi beaucoup une histoire d'ego, je pense, tout ça. Contrairement à Maître Dupond-Moretti qui est arrivé pour filer un coup de main, qui avait déjà une réputation nationale et qui avait plus rien à prouver, je pense que Maître Delarue était loin d'avoir cette notoriété. Et il s'est dit que c'était une affaire, où il allait, pouvoir briller comme dans l'affaire Outreau, Ouais, mais vous voyez, moi je trouve que, justement, c'est pas anodin qu'il se soit retrouvé dans l'affaire d'Outreau et que là, il soit dans cette affaire-là et je pense que c'est aussi son système de pensée et sa position, sociale qui font que, bah, il prend le parti, en fait, Ah oui. des agresseurs, quoi. Oui, c'est le bah, déjà, c'est un gros pénaliste reconnu, c'est un homme d'un certain âge qui vient d'un milieu, de notables, donc c'est sûr qu'il a pas eu une réflexion. C'est quelqu'un de conservateur en plus, c'est le même discours, pourquoi est-ce qu'on interdirait la j'en parle un petit peu, dans le livre aussi parce que ça m'a énervé sur la violence éducative. Terme absolument horrible, je trouve d'ailleurs, mais bon, ouais, Ouais. c'est pas le Moi, je dis sujet. violence dite éducative avec des guillemets quand j'en Ouais, parle. oui, bien sûr, mais c'est je trouve ça si parlant, si évocateur, si caricatural qu'on puisse faire un tel oxymore. Ouais, c'est je trouve ça mais ouais, mais ça veut tout dire, c'est très voilà, c'est très parlant. Et Dupond-Moretti et Delarue sont arrivés là-dedans en pensant que c'était une affaire judiciaire, sans rien derrière finalement. Et il y en a un quand même qui a parlé d'inceste consenti, alors qu'il défendait des filles qui avaient été victimes de viols. C'est pas son rôle, Dupond-Moretti habituellement, il défend des accusés. Et il était pas dans son rôle. Il a quand même défendu un accusé, tout en étant le représentant des victimes. Et il y a ce terme ce narratif d'inceste heureux qui commence à émerger au procès en appel à Amiens. Donc on est plus de 10 ans après l'ouverture de l'enquête, hein, je tiens à le signaler quand même. Betty et Virginie sont trentenaires, enfin presque pour Betty et juste un peu plus pour, Virginie. Et elles défendent, vraiment, becs et ongles leur père à l'audience de manière très virulente et théâtrale, et tout comme leurs avocats. Et vraiment, ça touche les jurés, malheureusement, ils sont sensibles à ça et on a des avocats qui peuvent aller très, très loin et à parler d'inceste consenti et au niveau de la formule inceste heureux, je sais pas si ils ont pas prononcé eux-mêmes la formule, mais ils ont défendu le concept, donc pour moi, ça revient strictement au même et on a ce célèbre expert, Jean-Luc Viaud, psychologue, reconnu pour ses travaux sur l'inceste et pour être, on va dire très clairement à quel point c'est destructeur pour quiconque le subit, qui est cuisiné pendant 2 heures par les avocats de la défense, par l'avocat de la défense, Hubert Delarue et qui lui met finalement dans la bouche terme incestueux. C'est un petit peu le clou du spectacle, parce que ça arrive en fin de procès en plus. Terme que Jean-Luc Viaud réfute avoir, prononcé, mais que je pense qu'il l'a vraiment dit en fait. Voilà, il l'a pas pensé, mais il l'a dit parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là et qui m'ont confirmé qu'il l'avait dit. C'est Et symbolique. comment enfin, est-ce qu'on peut excuser ça, en fait? D'être revenu sur ses positions et d'avoir finalement validé, le propos de l'ancesteur? Là-dessus, je serais assez précautionneux parce qu'à mon avis, il a été très critique de l'ANSES pendant toute sa déposition. Dans son expertise psychologique, il détruit Denis Manéchet vraiment, c'est d'une très, très grande, précision. C'est et voilà, avec tous ces concepts, qui lui sont personnels, il dépeint un portrait vraiment de manipulateur pervers, tout ce qu'on veut. Donc je On sais pas l'a fait exactement, craquer, quoi. je pense qu'on l'a piégé quelque part. Ça ne m'étonne pas du tout de la part d'avocats de la défense, assez roués comme Delarue. Il a posé une question et Betty dit dans son livre, elle décrit la scène, mais elle le fait de mémoire, je pense, donc c'est peut-être pas 100 fiable, mais elle y était. Elle dit que finalement Delarue pose la question: «Est-ce qu'il pourrait pas exister des incestes heureux?» Dio répond: «Oui, on pourrait penser, peut-être qu'il existe des incestes heureux», un truc comme ça. Mais il le pousse, pousse, pousse à dire ça pour avoir assisté à beaucoup de procès et avoir entendu des questionnements. C'est peut-être parfois déstabilisant et c'est compliqué et l'ambiance devait être étouffante. Je pense pas qu'on puisse vraiment pardonner parce que, bah, lui-même n'admet pas l'avoir dit, c'est qu'il doit en être très gêné, peut-être même qu'il s'en souvient plus. Mais je pense que bon, on peut juger le Jean-Luc Vieux au travail qu'il a accompli toute sa vie et pas justement là-dessus. Donc personnellement, je ne mettrais pas Jean-Luc Vieux
je classerais pas comme dans les personnes qui ont permis, vraiment ce fiasco général parce que je pense que s'il serait passé la même chose, il l'avait pas dit, hein, Fest heureux et l'issue judiciaire aurait été la même. Mais ça Oui, montre non, mais bien quelque sûr. part la puissance de conviction des avocats finalement et ce rouleau compresseur, ce narratif, qui avait commencé dans le cabinet de la juge d'instruction des années plus tôt et qui s'est vraiment déployé complètement au moment du procès avec ces 2 ténors hyper éloquents. Parce qu'il faut voir ce que c'est Dupond-Moretti à une audience aussi, hein. Moi, je l'ai vu plein de fois. C'est quelqu'un qui arrive à broyer une audience, à broyer des capitaines de police, qui étaient sûrs d'eux, qui ressortent mais lessivés, des avocats généraux qui doutent même de s'ils doivent vraiment c'est imaginez l'effet qu'il peut avoir sur des jurés, sur des gens ignorants de la justice, qui ont parfois aucun bagage, intellectuel, ils comprennent rien à la justice et ils attendent juste qu'on leur, serve une histoire et un type avec, une telle présence qui les convainc et voilà l'effet que ça peut faire, quoi. La pression, hein, ça peut vraiment faire craquer plein de monde, hein. Non, bah, après voilà, il y a si on veut reparler, hein, légèrement du livre, il y a Virginie qui décide de fuir et qui se planque et qui malgré ses appels au secours, encore une fois, elle va essayer de demander à un gendarme de l'aider parce que son père l'a suivi. Elle sait qu'il est dangereux, qu'il peut la tuer. Personne ne lui vient en aide et finalement, c'est une histoire qui peut être lue comme une tragédie aussi finalement parce que la mort est inéluctable et on sait qu'elle va arriver. Tout le monde le sait qu'il est violent, qu'il va la tuer s'il la retrouve et c'est ce qui se produit. Donc c'est vraiment la mécanique funeste et chimiquement pure du féminicide qui est à l'œuvre, dans la dernière partie de l'histoire. Rien qu'en lisant le livre, on sent déjà ce sentiment d'impuissance où on peut rien faire, face à tout ce qui se déroule. On voit tous les éléments qui vont mener à ça et toutes ces personnes qui permettent que ça arrive et qui ne font rien pour empêcher ça et on voit tout ça passer sous nos yeux et en fait, jusqu'à la fin et comme vous dites, tout le monde savait qu'il allait la tuer. Les frères, Betty, même, la mère Ah! avait dit, «Je savais», enfin, je suis pas étonnée. Ouais, Même, le fils de Virginie, avant de savoir que c'était son père, a dit qu'il pensait à son père quand il a appris que sa mère avait été tuée, enfin, je veux dire, c'est ouais. su de tout le monde que, la menace de mort pesait sur sa tête. Parce que tout le monde connaissait sa violence. Chacun avait eu son expérience avec lui. Il savait qu'il avait des armes, savait qu'il était prêt à tout, qu'il était d'une extrême violence et finalement les seuls qui savaient pas, c'était la justice, quoi. C'est Ou qui n'ont déplorable pas de voulu, penser que c'est sinon évidemment, c'était une façon de dire qu'ils n'ont pas voulu voir. ouais, ouais. Mais bon, il est l'objet d'une procédure criminelle pendant 10 ans et on savait pas qu'il était violent alors qu'évidemment, quand on a fait la perquisition chez lui en 2002, on a retrouvé ses armes. Évidemment, tout n'avait pas été décrit alors parce que les frères n'avaient pas décrit ce qu'ils ont pu décrire plus tard. Mais bon, on n'a pas cherché à comprendre plus que ça et on s'est retrouvé face à un type qui était prêt à tout à la fin parce qu'il avait tout perdu, il avait plus rien à perdre et il a fait ce que malheureusement font un certain nombre, d'hommes, quand, leur compagne les quitte, hein, c'est, tout détruire, plutôt que d'être quitté, quoi et c'est voilà. Dans l'inaction, les dysfonctionnements, il y a aussi le fait du coup, ça a continué jusqu'à sa mort. Il y a le fait qu'au moment où elle est allée voir un gendarme, il me semble, Mmh. il a dit qu'il pouvait rien faire alors que vous listez, toutes les raisons pour lesquelles il aurait pu faire quelque chose, le fait qu'il avait été Ouais. condamné, le fait qu'il la menaçait de mort, le fait que enfin bref, tout ça et que, on l'a laissé repartir comme ça, Mais voilà, mais vous jusqu'au voyez, bout quoi. Jusqu'au bout, on l'a on laissé peut se faire tuer. on parle d'un gendarme qui a, beaucoup de pouvoir quand même. C'est un gendarme. Les policiers et les gendarmes peuvent, s'ils suspectent qui que ce soit de vouloir commettre, une infraction, le contrôler. Il y a toujours des possibilités d'agir et là, il propose juste des rondes, autour de chez elle. Alors que le type en question a été reconnu, coupable de viol sur elle, mineure et elle dit: «Il me suit, je l'ai quitté, j'ai peur». Je sais pas ce qu'a pensé le gendarme à ce moment-là, s'il a eu peur ou si c'est pas dans son logiciel de se dire: «Je vais contrôler cet homme». Ah, mais cet homme, c'est un père de famille, quinquagénaire respectable. J'ai pas le d'ordre qui me permette d'agir comme ça. Il aurait dû au minimum en référer au procureur, qui aurait peut-être eu plus de jugeote. J'ai pas de mots pour ça, en fait. Le pauvre gendarme, je pense qu'il regrette énormément de ce qu'il a pas fait. Et vous avez parlé, directement à la dernière fille? Samantha, oui, je lui ai parlé, oui, aussi. Elle a 4 ans et demi au début de l'affaire, donc c'est pas une période dont elle se souvient vraiment. Elle était placée en famille d'accueil et tout se passait bien pour elle dans cette famille d'accueil, jusqu'à ce que Denis vienne tout détruire, puisque pendant la procédure, il a fait des pieds et des mains pour la récupérer et encore une fois, pas parce qu'il en avait quelque chose à faire d'elle, à mon avis, simplement pour affirmer son pouvoir sur sa famille et il s'est aussi adjoint les services de ses filles qui, à ce moment-là, étaient un peu ses soldats pour, élire cette famille d'accueil qui, se ferait pas convenable alors que tout se passait bien d'après
les services sociaux, tout se passait bien et les services sociaux ont un peu sauvé Samantha en se disant: «On va la sortir de sa famille d'accueil et on l'a envoyée en foyer». Sauf que ça a été beaucoup plus difficile pour elle ensuite de grandir en foyer parce que, du coup, elle est en foyer, assez longtemps, hein, de 7-8 ans à 15-16 ans et ça a pas été, je pense, facile pour elle. J'ai pas là-dessus, mais ça a pas été facile pour elle dans la vie tout le temps, quoi. C'est aussi quelqu'un de déraciné, elle a pas de relation avec ses frères et sœurs, elle a jamais vraiment eu de relation puisqu'elle était petite quand tout le monde a pris, sa route. Elle est pas victime directement de son père, mais c'est une victime indirecte et quand je lui ai parlé en 2023, bon, elle m'a un peu raconté surtout la période où elle vivait chez son père avec Virginie et c'est la période où Virginie s'est enfuie. Donc elle voyait bien, elle, plus tard, peut-être une violence exercée par le père sur, Virginie, sur Nicolas et sur elle-même qui a subi, voilà, son sale caractère, tyrannique, coercitif, hyper caractériel, raciste aussi, hein, faut le dire. Donc elle a été témoin pendant quelques mois de ce type extrêmement dur, mais elle, il avait pas de prise sur elle. Elle avait 16 ans, elle avait un sale caractère, c'était une ado en rébellion, Bah, c'est plus il y a facile pas eu de commencer à avoir une prise et à manipuler, quelqu'un quand il a 8 d'enfant. ans, quoi. Enfin, ou quand il est bébé même parce Bien que sûr. ça reste, voilà, mais Bien sûr. Donc elle était pas impressionnée par son père et de toute façon, elle est vite partie et elle a vécu, toute seule, quoi. Elle s'est débrouillée dans son coin, ce qui a pas été facile pour elle. C'est une victime indirecte et à 100 des agissements de son père, hein. Pour moi, ça c'est pas de doute, il y a pas de doute là-dessus. Elle a pas subi de viol, elle a pas subi de violence physique, mais elle a été vraiment par ricochet une victime, très importante, de tout ça. bah, déjà l'inceste, ça détruit pas que, l'enfant, victime des actes Mmh. sexuels, quoi. Ça détruit l'ensemble, de la famille, les liens De la familiaux. famille, oui. Et quelque part, si on pense aux garçons, qui n'ont pas subi de violences sexuelles, mais qui ont subi des violences physiques et psychologiques et une espèce de d'ostracisation importante et il faut se enfin, je trouve ça important de dire que ça fait partie du même système. Le père s'est organisé dans la maison, il a mis sa fille favorite dans un studio avec qui il dort, celle qu'il avait mis sur un piédestal et qui avait pris le rôle officiel, d'épouse, relégué sa femme dans la chambre parentale, mais dans laquelle elle dormait seule avec sa deuxième fille qui lui servait juste d'objet sexuel et qui maltraitait physiquement également et à l'écart, les 2 garçons qui quelque part, en plus, en grandissant, pouvaient devenir des menaces, des concurrents. Il les maintenait à l'écart dans un état de terreur permanente, si bien qu'à aucun moment, ces 2 gamins auraient pu penser, se rebeller contre, un type de 120 kilogrammes, hyper violent, qui les menaçait avec des armes tous les jours qui tuaient leur chien d'une balle dans la tête devant eux, enfin des trucs vraiment mais Ça, c'est horrible. C'est c'est abominable. Il les avait mis dans cette cabane que je décris, assez précisément dans le livre, ouais, qui est juste un endroit pas adapté du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, pour dormir, juste à l'orée de la forêt qui était au fond du jardin. Il les oblige à faire ces travaux de force, c'est pour les contrôler. C'est pas parce qu'il a besoin qu'on coupe les arbres du jardin, hein, il leur fait faire des trucs complètement absurdes et beaucoup trop durs pour des enfants. C'est pour les maintenir occupés en permanence, maintenir cet état de crainte et de terreur en permanence pour qu'il soit à l'écart de son petit système et c'est pour ça qu'ils avaient quasiment pas voix au chapitre, enfin jamais voix au chapitre et jamais accès à la maison en dehors de sa stricte surveillance. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans la maison en son absence parce que et c'est vrai, ils avaient peur qu'ils couchent avec leur sœur. un moment, il Ouais. soupçonne un des 2 d'avoir couché avec, la Il li soupçonne Dimitri d'avoir couché avec Betty. Dimitri qui a 3 ans de moins que Betty, qui est un adolescent maintenant et il se dit, il le met nu, il regarde son sexe, il en conclut qu'il serait plus puceau et il le tabasse, il l'enferme dans un placard. On a presque du mal à le croire quand on l'entend. C'est de cet acabit-là, les violences, qu'il subissait donc et tout ça, ça servait un seul système, c'était le système incestueux, dans les 2 cas, ça fonctionne, mis en place par le père. C'était dans le seul but de préserver sa domination paternelle et sexuelle sur ses serviteuses. Voilà, les garçons, n'étaient pas des membres de la famille. C'est peut-être aussi pour ça, pardon, je digresse un petit peu, mais qu'ils ont eu un peu moins de mal à se détacher de leur père à la fin. Tony et Dimitri, ils n'ont eu aucune pitié pour leur père à la fin, quand il avait tué leur sœur. Il y avait plus de conflit, affectif, de loyauté, chose qu'on pouvait quand même ressentir chez Betty qui était toujours déchirée entre est-ce qu'elle doit quelque part un peu pardonner à son père ou pas? Est-ce que c'est toujours la fille de son père? Ils ont pas subi exactement la même chose et ça se voit sur, ce qu'ils sont devenus maintenant et sur, la nature de leur traumatisme.
Et est-ce que les 2 frères sont en contact, eux? Oui, ils sont en contact, par moments, ils se parlent plus trop, ils habitent pas du tout dans la même région, donc ils se voient pas beaucoup. Mais eux, ils ont gardé un contact. Il y avait une sorte de je pense, ils étaient soudés dans leur souffrance. C'est des trucs qu'ils ont vécu à 2. Ensuite, ils ont été en foyer ensemble, même si Tony est resté longtemps, contrairement à Dimitri qui est sorti rapidement. Mais à l'âge adulte, ils se sont fréquentés et ils se sont vus et ils resteront en contact, voilà, ils ont un vrai lien. Je trouve que c'est aussi hyper, difficile, je pense, de se dire, bah, pour Betty, bah, moi, je suis un objet sexuel et je me fais frapper. Pour les 2 garçons, bah, nous, on est, même pas acceptés à l'intérieur de la maison, on n'a même pas à manger, on se fait maltraiter et on a notre sœur qui, elle, est, la prunelle des yeux de notre père et qui, a ses faveurs et cetera et je me demande si, ça a pas aussi entraîné une forme de jalousie ou de C'est une très bonne question, j'ai pas tous les éléments de réponse, mais ce que je peux apporter, c'est que, Virginie était devenue à ce moment-là une figure maternelle pour les Tony et Dimitri. Qu'elle les aidait un petit peu, elle calmait un petit peu parfois la fureur de leur père. C'est la seule qui avait un peu de prise sur le père, qui arrivait à le tempérer. Puis j'avais énormément, de considération pour leur sœur. enfin, peut-être que c'était devenu plus, ouais, leur mère que leur sœur et donc il y avait plus cette C'est comparaison, ça. dans la fratrie parce qu'en Mmh. fait, c'était, elle avait changé de 2 générations, quoi. Si je Oui, oui et leur mère, était devenue très effacée. La sœur avait pris la place de la mère et ça a été vrai pour les garçons aussi et leur mère, c'est devenu une espèce de petite souris, battue, complètement écrasée et qui faisait ce que son mari ordonnait et c'était un fantôme dans la maison à ce moment-là. Pour eux, ils me l'ont dit, hein, tous les 2, c'était devenu une figure maternelle. Pour Samantha, j'en parle même pas, ça a toujours été, sa figure maternelle et donc il y avait quand même une espèce d'admiration et d'amour inconditionnel pour Virginie. est-ce que vous Ouais. voulez ajouter, quelque chose ou il y a d'autres sujets que vous voulez, aborder? Bah, déjà, je suis vachement content, quand j'ai vu les posts, parce que je trouvais que les le livre était très bien résumé, tous les enjeux avaient été abordés et bon, ça veut dire que vous l'avez bien compris et ça veut dire qu'il était clair. Et peut-être pour compléter un petit peu ce qui avait été dit au départ sur le processus d'écriture, si finalement j'ai un peu digressé, j'ai pas vraiment fini là-dessus, c'est que c'est un livre qui m'a pris du temps à écrire. J'ai écrit plusieurs versions pour finalement, décider de l'écrire de cette façon-là, en utilisant le jeu et en décrivant, un peu mon expérience personnelle parce que j'ai compris que c'était important, je pense, pour le lecteur de savoir d'où je parlais, quelle était ma démarche, quelles ont été mes interrogations. Ça me permettait aussi d'aborder des sujets, de donner des petites analyses sans avoir l'impression d'être un professeur qui balance son discours et donc l'objectif, c'était vraiment la clarté. J'ai passé à la trappe pas mal de détails judiciaires qui moi-même m'intéressaient, mais dont j'ai pensé qu'ils allaient nuire à la clarté du propos général et il fallait pas que je m'écarte trop de la trame. Je pense qu'il y avait un propos à garder, qu'il fallait bien la ligne assez serrée et je pense qu'il est déjà, je pense, assez riche comme ça. Comme vous le disiez, on n'a pas besoin de connaître tout ce qui a été fait aux enfants, ce que j'en dis, je pousse largement assez. Qui paraissent clairs, je suis très content et je voulais dire aussi que depuis qu'il est sorti, bon, j'ai pas eu beaucoup de presse mainstream, mais ça, je m'y attendais. Je sais qu'on m'a dit, «Ton livre est bien, mais je vois pas comment je pourrais en parler dans mon média». J'y attendais aussi. Ceux qui s'y intéressent vraiment et d'ailleurs qui m'ont fait des retours excellents et qui m'ont fait vraiment chaud au cœur, c'est des personnes qui sont des militants, contre les violences faites aux enfants, contre l'inceste, des gens qui ont étudié l'inceste. Jean-Luc Viaud, m'a écrit, il a adoré mon livre, il en parle, paraît-il, dans ses colloques. Et bah, j'en suis très content en fait, que les personnes concernées et les personnes sachantes aient validé, finalement, le livre. Ça montre que je pense que j'ai fait un travail solide. C'est vraiment très important pour moi que des gens comme vous ne soient pas heurtés par ce que j'écris et Mmh. c'est pour ça que j'ai demandé conseil à des gens qui savaient de quoi je parlais et j'ai eu des relecteurs qui m'ont dit: «Ça, ne dis pas comme ça je le mettrai pas». Voilà, j'en ai eu franchement, pas pour me vanter, mais si j'avais pas trop de critiques, mais quand même j'en ai eu quelques-unes et je les ai écoutées. Je serais dévasté en fait que la communauté des personnes qui sont victimes d'inceste et qui militent activement ou en tout cas qui s'intéressent passivement au sujet, je trouve que c'est un livre, c'est un red flag, voilà, qu'il y a Ouais, trop de à trucs côté de la plaque, qui sont mmh. problématiques à côté de la plaque, Ça ajoute une pierre à l'édifice des livres qui, parlent correctement de l'inceste et qui analysent ce qui se passe et qui dénoncent les dysfonctionnements, quoi. C'est important d'en ouais, avoir il y en a pas tant que ça de plus ouais, c'est pour ça, et c'est en important plus d'en avoir de plus en plus. Encore une fois, ça sert à rien en plus de juste être là pour détailler des choses glauques parce qu'en fait, ça fascine juste les gens et ça les empêche d'autant plus de réfléchir, enfin, à ce qui se passe et à comment ça fonctionne, quoi. Merci beaucoup d'être venu ici pour parler, de votre livre
Et Merci beaucoup de m'avoir invité. merci d'avoir mené tout ce travail pendant plusieurs années qui a dû être éprouvant aussi en vrai pour vous. Oui, oui, bah, je pense que c'était moins difficile pour moi que pour, les personnes qui l'ont vécu évidemment, donc Mmh. j'étais un peu porté aussi par cette confiance qui a été mise, que j'ai reçue des victimes. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et pour votre livre Merci, merci, merci. et bonne continuation. Merci et bonne continuation. Merci à Julien Muccielli pour cet échange et pour son travail. Je vous invite vivement à lire son livre Qui a tué Virginie et à en parler autour de vous. À bientôt!